Des ouvertures One Piece de EB03, vous en avez vu un paquet sur YouTube. Donc aujourd'hui, je vous propose certes d'ouvrir une display, mais on va surtout en profiter pour parler de One Piece au global. La hype, d'où elle vient, où on en est actuellement, quel est mon avis sur tout ça, la situation des joueurs, la prochaine banlist. On va en profiter pour parler des différents sujets qui tournent autour du jeu. Avant de passer à la suite, je vous rappelle que vous pouvez nous soutenir en passant directement par notre boutique labelcarte.fr pour acheter vos produits multi-TCG. Le lien est en description et vous avez le code VALEPL 2026 pour avoir 5% de réduction sur votre commande. On fait un gros big up à Card Nexus qui est notre partenaire sur l'année 2026. La marketplace est disponible, vous pouvez retrouver tous vos TCG préférés. C'est un outil de management de collection gratuit. Vous avez évidemment One Piece qui est pris en compte, mais globalement tous les TCG du moment. Big up à GameGenic qui est notre partenaire accessoire pour protéger vos cartes, vos decks avec les meilleurs produits. Et enfin merci à Asmodée de m'avoir envoyé cette display pour que je puisse l'ouvrir avec vous. On va parler de certains sujets qui sont importants, sur lesquels j'ai pas souvent l'occasion de m'exprimer. Donc je veux bien vos retours en commentaire, dites-moi ce que vous pensez de tout ça. On lit évidemment tous les commentaires. Pour les passionnés de cartes à collectionner en tout genre, je vous invite à me rejoindre sur Instagram. C'est vraiment là où je vais parler le plus régulièrement, notamment de One Piece et de l'aspect collection des cartes. Notre contenu sur YouTube se concentre plus autour du jeu et du gameplay et de toute l'actualité des sorties, des différents TCG. Tandis que ce compte Instagram est un peu plus personnel. Je vous partage mes aventures dans le TCG, mes reports de tournois s'il y en a, mes nouveaux arrivages de cartes et je vous partage parfois des items qui me tiennent à cœur dans ma collection. Donc tous ceux qui sont fans de cartes à collectionner, n'hésitez pas à me rejoindre, on est actuellement 4300, je fais du contenu de plus en plus régulièrement et je pense qu'on peut passer bientôt la barre des 5000. D'ailleurs au moment où cette vidéo est en ligne, il y a un petit short vertical qui devrait vous intéresser sur le compte. N'hésitez pas à aller suivre tout ça, le lien est dans la description. Allez, on a assez bavardé, maintenant je vous laisse avec la suite de la vidéo. Bon visionnage. Allez, on est parti. Comme je vous le disais en introduction, on va profiter de cette ouverture pour discuter de différents sujets liés à One Piece. Des ouvertures, vous en avez vu plein sur Internet, donc on va essayer d'apporter une petite plus-value, partager mon avis sur 2-3 sujets. La hype, d'où elle part, actuellement on en est où, qu'est-ce que ça implique, la situation de B3. Est-ce qu'on est chaud pour OP15 et la banlist. Ok, on discute de tout ça, c'est parti. Donc voilà, là j'ai tous les petits boosters. Let's go. Déjà la hype One Piece, elle part d'où pour ceux qui l'ignorent? La hype One Piece, globalement, elle part du succès d'OP13. Globalement, les raids parallèles et leur difficulté à drop et le prix qu'elles avaient à leur sortie, ça a un peu matrixé les gens. Je veux dire, quand tu peux drop une carte, notamment aux États-Unis à 10K, forcément, ça a intéressé des gens qui, à la base, n'étaient pas forcément sur One Piece. Mais je pense que c'est pas que ça. Je pense que la hype, elle vient pas que de OP13. Elle vient aussi, notamment, de cette fameuse vidéo dans le monde du hobby de sport, d'un passionné qui a décidé d'arrêter tout, en tout cas toutes ses cartes à collectionner de sport pour tout mettre sur One Piece, et donc du coup qui a un peu entraîné, pour moi c'est un peu Goldie Roger quoi, c'est un peu ce gars là qui ok, ici Dora, c'est un peu ce gars là qui a dit bon bah voilà, mon trésor vous le voulez, c'est sur One Piece qu'il faut aller, tu vois, et donc il a un peu envoyé la vague de tous les gens qui étaient dans la spéculation des jeux de cartes, ou tous les gens qui étaient dans le hobby du sport, donc des cartes à collectionner de sport, qui est un hobby qui est très spéculatif et où globalement l'aspect financier est pas du tout... La passion existe au même titre que la spéculation, et les deux vivent très bien ensemble, ils sont très libérés là-dessus aux États-Unis. Et cette vidéo-là, donc d'un gars qui s'appelle Gérald, elle a fait plus de 300 000 vues. Donc dans le monde du hobby, dans le monde de la carte de sport, il y a beaucoup de gens qui sont venus sur One Piece, par passion ou pas. Et donc ça a entraîné, corrélé à la hype de OP13, un espèce d'appel d'air vers des profils qui à la base n'étaient pas sur One Piece, qui a créé encore plus de hype, et avec des gens qui avaient beaucoup de moyens, notamment les Américains qui ont énormément de moyens, les collectionneurs de cartes de sport, ceux qui ont revendu des cartes de sport très très chères pour justement pouvoir partir sur un nouveau hobby qui est quand même moins coûteux que leur carte de sport initiale. Ça a permis de faire flamber les prix. Donc je pense que voilà, il y a à la fois le succès d'OP13 et aussi cette vidéo de Gérald. Je vois dans les gens, dans le chat, des gens qui parlent de Logan Paul. Je ne crois pas que Logan Paul ait eu beaucoup d'influence sur One Piece pour l'instant. On a vu qu'il s'y intéressait dans un de ses vlogs. Mais globalement, si Logan Paul peut rester loin de One Piece, c'est pas plus mal. Au-delà de l'aspect spéculation qu'il peut apporter, il apporte aussi parfois des arnaques. Là où il passe, il y a quand même beaucoup de
beaucoup d'interrogations après son passage dans Pokémon, donc j'avoue que c'est pas forcément une très bonne chose. Donc voilà, pour moi, la hype de One Piece, elle part de là, et elle part aussi une espèce de mix de facteurs corrélés de certains collectionneurs Pokémon qui, en attendant les 30 ans, ont plus vraiment d'os à ronger, ont des sets qui étaient, notamment dans les blocs écarlate et violet, un peu moins hypants que dans le set Sword and Shield, et qui fait que leur envie de collection n'étant pas satisfaite sur Pokémon, ils se sont dit qu'ils allaient voir un petit peu ce qui se passait du côté de One Piece. C'est vrai que les cartes sont belles, les cartes sont très collectibles, donc il y avait quelque chose à faire, surtout que One Piece était dans une période où globalement, je dis pas que tout est au bon prix maintenant. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui ont explosé, qui sont probablement surévaluées, surcotées et qui bénéficient d'une grande demande. Mais à la base, il y avait beaucoup de choses qui étaient sous-évaluées. Et donc, les collectionneurs Pokémon qui, eux, savent plus ou moins ce que c'est que le prix de l'offre et de la demande et de la rareté d'une carte et tout, ont pu trouver dans One Piece cette manière de collectionner des belles cartes et de les trouver à des prix qui sont plus abordables que ce qu'ils auraient eu l'occasion de trouver sur Pokémon. Et donc voilà, je pense que toute la hype, tout ce qu'on vit sur One Piece depuis quelques mois, depuis OP13 au global, vient à la fois des collectionneurs de cartes de sport, des collectionneurs Pokémon et globalement de la hype naturelle que créent les 7 anniversaires sur One Piece. Maintenant, actuellement, on en est où ? J'ai l'impression qu'on a une légère retombée, mais c'est vrai que ça a poussé très très fort. Un mois de décembre, janvier, c'était... En fait, on était dans cette situation où la hype était complètement décorrélée de toute réalité, ce qui fait que, au-delà du fait que certaines cartes aient pris beaucoup de valeur et que ça me paraît justifié au vu de la rareté de certaines cartes, on avait aussi des cartes qui étaient pour le coup pas très rares, notamment juste des alternate art ou des leaders alternatifs, qui sont quand même des drops qu'on trouve assez facilement, et qui, ou alors certaines SP de personnages un peu moins intéressants, qui eux aussi ont vu leur cote exploser, et globalement, un peu tout sur One Piece se vendait. Et là, j'ai l'impression, quand les gens parlent de baisse de hype, j'ai l'impression qu'en fait, la baisse de hype, elle intervient que sur ces cartes, un peu le tout venant, on va dire, que sur ces cartes-là, qui, elles, sont maintenant moins liquides, alors qu'il y a eu un moment où tout se vendait sur One Piece, vraiment. Mais si tu regardes le high-end, ou en tout cas les grosses cartes, que ce soit les cartes de tournoi, les mangas de personnages attractifs, les SP de cartes intéressantes, j'ai l'impression que globalement, c'est pas ça qui baisse le plus. Hein. Je crois pas que la hype soit totalement terminée. Je pense qu'elle s'est recentrée sur quelques cartes clés, quelques pièces très demandées par les collectionneurs, quelques personnages hyper hype, et que globalement, toutes les petites arts alternatives, les leaders, les SP de personnages un peu moins intéressants, les mangas de personnages un peu plus secondaires, elles sont un petit peu retombées en termes de hype. Et c'est pas plus mal finalement, quoi. C'est un peu plus corrélé à la réalité de ce qu'est l'engouement autour de ces cartes-là, quoi. Je trouve. Donc, est-ce que la hype sur One Piece, elle est vraiment en train de désenfler ? J'ai pas l'impression que ça soit le cas sur les grosses cartes, en tout cas. Sur les cartes de tournoi, les cartes manga de personnages iconiques, que ça soit la Gear 5, que ça soit la Gear 2. Je crois pas que ça ait spécialement désenflé. Est-ce que ça désenflera un jour ? Je sais pas. J'en ai aucune idée. En fait, est-ce que la hype, est-ce que l'explosion des prix s'est faite de manière assez organique, avec assez de passionnés, des gens qui vont vouloir continuer à collectionner dans le temps pour que ça tienne assez longtemps ? Peut-être, mais j'avoue que je suis pas devin et je voudrais pas me risquer. Oh, une petite alternate. Je voudrais pas me risquer à faire des calls. Ici, on cherche pas à deviner le futur. Hein. Mais... Ouais, c'est très très dur de se projeter à long terme. Ce que je sais, c'est qu'il y a assez de passionnés en tout cas pour que One Piece, pour que la collection One Piece vive bien à long terme. Mais est-ce que les prix qui me semblent complètement démesurés actuellement pour certaines cartes vont redescendre ? Ça, pour le coup, j'en ai aucune idée. On a une Kujaku ici. Carte noire, c'est malheureux parce que c'est une couleur qui a disparu à cause de Imout. Je peux rien jouer d'autre dans la couleur noire, quasiment. J'imagine que ça doit être une bonne carte pour Kobe. La carte est jolie. Donc voilà, mon point sur la hype, c'est ça. J'ai l'impression qu'il y a 2-3 trucs qui descendent, mais que globalement, ça désenfle pas tant que ça. Et il faudra voir surtout ce que ça donnera au 4e anniversaire, donc attendu pour OP17.
Qu'est-ce que ça implique pour les joueurs? Moi, j'ai toujours été team de dire le plus important dans un TCG, certes pour le business et pour que le TCG vive longtemps, c'est les collectionneurs, c'est ceux qui vont acheter le plus de produits et c'est ce qui permet à ton jeu d'exister sur le long terme. Mais moi, en tout cas, mon sujet, mon propos, c'est de dire ce qu'on veut, c'est surtout que les joueurs puissent jouer à un jeu. Ça me va très bien qu'un jeu soit très très cher dans l'aspect collection, parce qu'inversement, il est très accessible pour les joueurs. Et ça, tu le vois, hein, les jeux qui sont consommés seulement par les joueurs, ça peut être le cas dans Flesh and Blood par exemple, ont tendance à avoir quand même un biais d'entrée et des decks qui sont quand même plus coûteux. La cote des cartes va surtout être drainée par la jouabilité de ces dernières, comme une petite Tashigi. Et ça peut entraîner justement parfois des difficultés d'accès à des decks. L'avantage de One Piece, c'est que certes, la collection est démesurée, mais les joueurs, eux, peuvent jouer des decks. Je prends le cas de Imu pour 35 balles, quoi. Je prends le cas d'un deck Ace. Je pense que pour 100 euros, tu peux monter Ace. Et ça, c'est hyper cool dans One Piece. Et c'est pour moi un des arguments premiers de ce jeu. C'est, ok, il coûte très cher à collectionner, mais il n'est pas très très cher à jouer. Et ça vient d'un phénomène qui est très simple, c'est que comme il y a beaucoup de collectionneurs et que le prix du jeu est drivé par la collection, la plupart des collectionneurs, ils ouvrent pour pas que les grosses cartes, et comme ils jouent pas, ils revendent tout le reste, donc les rares, les SR, dont nous, les joueurs, nous avons besoin pour monter nos decks. Sauf que, avec B3, on a eu une autre problématique qui a pointé le bout de son nez. C'était déjà un peu le cas dans les EB1 et le EB2. Comme c'est des sets qui sont moins print et très demandés par les collectionneurs, le prix des cartes de jeu ont tendance à augmenter, à être un peu plus cher. C'était le cas à l'époque avec les Cavendish qui se vendaient. Ça a beaucoup bougé, mais tu pouvais payer ton Cavendish 25 € pièce, quoi. Ce qui est un peu le cas de la Nami actuelle de B3. Et ça, c'est un peu chiant. C'est un peu chiant parce qu'on est très content que le petit Don, que One Piece coûte très cher sur l'aspect collection quand nous les joueurs on peut jouer pour pas cher. Mais là en fait il y a un phénomène qui est aussi entraîné par la hype et l'aspect spéculatif que le jeu a drainé sur lui. C'est que les gens maintenant ils ouvrent plus les displays. Le prix du scellé étant une espèce de valeur refuge, de situation plutôt confortable sur Pokémon. Et comme il y a beaucoup de choses qui ont transité de Pokémon à One Piece, les gens se sont mis non plus à ouvrir les displays pour aller chercher les hits, parce qu'ils se sont rendus compte que c'était un Gumball et que c'était très très dur de trouver les mangas, les SP. Les gens ont commencé à acheter... des displays et à plus les ouvrir. Et donc là, quand les collectionneurs n'ouvrent plus les displays, en fait, ils font de la rétention sur les cartes et sur les SR. Et donc, il y a je pense à un nombre de displays EB03 qui ne sont pas ouvertes dans le monde et qui empêchent donc du coup les fameuses SR, les fameuses cartes de jeu dont on a besoin pour jouer, d'être disponibles dans le commerce. Et ça me pose problème. Et ça me pose problème un peu, parce que quand les collectionneurs ouvrent plein de displays et qui cherchent des cartes très élevées, c'est ok. Mais quand ils les ouvrent pas et qu'on doit payer notre carré de Nami 100 €, parce que actuellement une Nami sur Card Market c'est 25 € pièce, et si tu veux le premier carré c'est une centaine d'euros, là ça fait que malheureusement le jeu One Piece, qui avait pour argument d'être un des TCG, si ce n'est le TCG le moins cher du marché, minus Altered qui je pense est le TCG le plus accessible, il commence à être, si tu veux commencer à jouer Boa, si tu veux commencer à jouer Nami bleu-jaune, ça commence à être un vrai billet. Et ça, c'est un peu chiant. Donc ça me pose un peu problème. Ok, on a une petite secret ici avec la petite Uta. Pour 7, on a une 8000 en vert, qui fait toujours partie du deck film. Faudrait créer des displays pour les joueurs sans alternative et moins cher. C'est un peu ce qu'a fait Magic et ce qu'ont fait Alter des Star Wars Unlimited, c'est-à-dire créer des boosters collector pour les collectionneurs et ce qu'on appelle des play boosters, qui sont des boosters donc sans les grosses raretés alternatives pour les joueurs. Mais le problème, c'est que ce que ça crée, cette situation-là, c'est que ça déprécie un de tes produits. Et ce qui se passe, en fait, c'est qu'en boutique, nous, on le voit avec la belle carte, tu vends que tes produits collector, parce que même les joueurs, ils veulent ouvrir des belles cartes, ils veulent pimper et compagnie, parce que entre le joueur et le collectionneur, il y a le pimper, qui lui est un joueur, mais qui veut des belles cartes aussi. Et lui, il va quand même acheter des collectors, et donc du coup, les collectionneurs, les joueurs, les pimpers vont se battre pour le produit collector, et délaisser
laisser un peu sur les étals les produits sans alternative. Donc moi, j'aime pas trop le fait de scinder ton produit en deux. Moi, ce que je voudrais, c'est que de manière un peu, je sais pas, organique, il y ait une prise de conscience globale de vas-y, arrêtez de garder des displays scellés, on s'en fout. Ça. Enfin, que tu gardes ta Blue Bottom scellée parce que c'est l'histoire du jeu. Allez, pourquoi pas. Que tu gardes ta petite OP5 parce que c'est le premier gros set anniversaire. Tu vois, des trucs, je suis un collectionneur, je peux entendre, je peux comprendre. Mais que chaque display qui sorte maintenant de One Piece, les gens essayent de garder une case scellée, c'est une espèce de dérive. Et qu'en fait, ils soient récompensés financièrement à le faire. Parce qu'il n'y a quasiment aucun produit scellé qui descend en dessous du MSRP. Bah, c'est ça qui me pose problème et qui fait qu'on a moins d'accessibilité à nos produits et donc à nos cartes de jeu, quoi. Donc, faire des displays pour les joueurs sans alternative, en vrai, quand t'es joueur, tu essaieras quand même d'avoir les displays avec alternative parce que les joueurs, on aime aussi les belles cartes, en fait. Est-ce qu'il y a des joueurs qui sont pas des pimpers? Ouais, moi je suis pas pimper, je suis joueur et collectionneur, mais je fais pas l'entre-deux, je pimpe pas mes decks. Je vais chercher de la SP, de la manga quand je peux, et je joue mes decks en low rarity, par exemple. Demander aux gens d'être sensés. Bah, c'est un peu le problème, c'est pour ça que quand les gens dénoncent la hype sur One Piece, moi je veux bien qu'on dénonce la hype, mais, mais tu dénonces un espèce de mouvement collectif accentué par le monde capitaliste dans lequel on vit. Et effectivement, tu peux pas demander collectivement aux gens de se raisonner et d'être sensés. Si toi, t'es censé mais que ton voisin l'est pas, globalement, ça aura pas d'impact. Et donc, comme ça n'a pas d'impact, tu dis pourquoi moi, je serais plus sensé que les autres. Et donc, de manière un peu collective, on crée ces phénomènes de spéculation sur tous les TCG. Il n'y a pas que One Piece qui est sujet à ça. Mais c'est vrai que quand c'est les cartes qui explosent en prix pour la collection, ça me gêne moins parce que ça n'impacte pas les joueurs. Alors que quand on fait de la rétention de produits scellés et que ça devient difficile de trouver des produits même pour jouer, bah là on arrive dans une situation qui me pose un peu problème. Ouais, je vous ai transmis mon avis de la manière la plus claire possible, je l'espère. Petite SR ici avec Uta. On en parle du deck Animar. Oui, mais la différence c'est que je ne collectionne pas sur Magic. Donc du coup, je me suis permis de pimper. En fait, c'est des choix. Tu fais une espèce de balance de ok, sur One Piece, je veux collectionner et jouer, bah forcément, je vais renoncer au pimp. Sur Magic, je joue pas dans les formats construits et je collectionne relativement peu. Je collectionne 2-3 trucs. Donc je me suis permis de pimper un deck, mais c'est un deck qui va pas subir la rotation. Sur One Piece, je joue pas qu'un deck, j'essaye de jouer tout le format, j'ai 5-6 decks, donc si je devais tous les pimper, c'est un arbitrage. C'est un arbitrage constant et voilà, je me suis dit si je commence à payer mes rares 10 centimes en alternate à 8 euros, bon bah je vais pas jouer pour 100 euros mon deck, je vais jouer pour 400 euros mon deck, ça rentre pas dans l'arbitrage que je veux faire avec One Piece. Donc oui, il y a des gens qui pimpent pas. Moi je pimpe mes dons et je pimpe mes leaders parce que c'est des cartes que je vois tout le temps dans le jeu, donc je trouve que c'est assez cool. Maintenant, si on se projette un peu, qu'est-ce qui va se passer sur OP15 d'après vous? Est-ce que la hype va un petit peu retomber ou pas? Moi, j'ai quand même l'impression que c'est un set qui est moins désirable que l'enchaînement OP13, OP14, EB3. Enel, c'est un personnage qui est cool, Kobe aussi, mais je pense que c'est pas à la hauteur de ce qu'on a eu récemment. Même si moi, dans OP15, je trouve les SP assez intrigantes, assez intéressantes, je les trouve même plutôt très cool. Je trouve que cette nouvelle SP avec cette espèce de type de foil et tout, moi en tout cas ça me hype un peu, mais j'ai l'impression que sur les internets ça hype pas plus que ça les gens. Donc peut-être qu'on va de nouveau avoir des produits disponibles et ça me va très bien, ça permettra aux gens d'avoir des produits et de jouer au jeu, voilà, parce que c'est quand même pour moi le plus important. Donc on verra bien, pour le coup je ne saurais dire. J'ai quand même, voilà, pour la collection pure et dure, je pense qu'il y aura moins de rétention de display, qu'il y aura moins de scalping, qu'il y aura moins d'ouverture purement liée à la collection sur OP15. Je peux peut-être me tromper, franchement, je suis pas devin et essayer de deviner le marché, c'est souvent... il y a des gens très compétents pour le faire et c'est pas mon cas, quoi. Ok, on a notre troisième petit hit ici avec cette alternative de Charlotte Linlin en version jeune, quand elle faisait partie de l'équipage des Rocks Pirates, je sais pas parler anglais. On attend d'avoir un deck Rocks Pirates, je pense. Je pense que le monde n'est pas prêt pour le set qui mettra en avant God Valley, quoi.
Ouais, plutôt stylé, assez joli. Donc voilà, je me garderais bien d'être absolu et d'avoir la vérité sur OP15, mais je pense que voilà, on devrait pouvoir trouver des produits plus facilement et récupérer nos cartes de jeu plus facilement. Je le souhaite en tout cas, je croise les doigts pour ça pour OP15. Ça ferait pas de mal à One Piece que de pouvoir souffler un petit peu aussi, quoi, d'avoir quelques baisses, histoire que ça remonte. Après, avec OP16, on sait que ça sera l'arc de Marineford, OP17, le 7 anniversaire, pourquoi pas, quoi. Ce set fonctionne juste parce que c'est des persos féminins ou il y a plus que ça. Il fonctionne pour trois raisons. La première, c'est parce que c'est que des persos féminins. La deuxième, c'est parce que c'est un extra booster, donc un set extra. C'est comme les points 5 dans Pokémon, ils sont moins édités, moins reprint. Donc c'est des sets qui sont juste mécaniquement plus rares. Et, euh, et la troisième raison, c'est qu'il y a de très bonnes cartes de jeu compétitives. Donc en fait, il a un petit peu tous les potards au vert pour être difficile à trouver ce set. Et maintenant, histoire de clore un petit peu tous les sujets dont on pourrait discuter, j'aurais bien voulu ouvrir... moi, vous savez, je collectionne les leaders grosses têtes. J'aurais bien voulu ouvrir la Vivi bleu-rouge, mais bon, ça sera... Vu que j'ai eu... Ah, je peux avoir 4 hits dans une display maintenant. Ouais, je peux avoir 4 hits, on sait jamais. J'aurais bien voulu. Mais ouais, maintenant qu'on a fait un peu le tour de tous les sujets, le dernier sujet qui nous reste en suspens, dont on n'a pas parlé, c'est globalement la banlist. Là, au moment où on fait cette ouverture, on est le 13 mars. Euh, la banlist va tomber le 16 mars, donc dans 3 jours. Qu'est-ce qu'on peut attendre? Il y a 2 noms de cartes que je revois tout le temps passer, et je vais vous donner mon sentiment là-dessus. Le premier nom qu'on entend parler, c'est Kuma. Et Kuma, j'ai l'impression que c'est pas un bon hit, dans le sens où Nami n'en joue plus. Alors certes, dans certaines decklists, il y a un ou deux Kuma qui peuvent prendre la place de un ou deux Marco. Mais au global, je veux dire, si tu... Ok, petite boa Hancock en SR, c'est cool. J'ai l'impression que si tu enlèves Kuma de l'équation du metagame, bah tu ne nerfes quasiment pas Nami, tu nerfes un tout petit peu Boa, mais j'ai pas l'impression que ça change grand chose au Schmilblick de la Nami SR de B3, le Borsalino de OP15. Ce sont ces cartes-là qui sont vraiment très impactantes, très importantes, et elles ont largement, dans l'esprit des gens, remplacé le Kuma, la Robin aussi notamment. Donc je vois pas trop Kuma être touché. Je vois pas non plus les fameuses cartes que je viens de citer, Nami, Robin, Borsalino être touchées, parce que Bandai c'est aussi une boîte qui fait du business. Et comme la plupart des éditeurs de TCG, ils sont très frileux à bannir les cartes récentes de leur jeu. Et donc comme Nami, Robin, si tant est qu'il faille toucher du jaune, hein, on se comprend, et Borsalino viennent de sortir, je ne les vois pas du tout toucher à ces cartes-là. La deuxième carte dont on entend souvent parler, c'est Pudding. Et là, moi, Pudding, autant Kuma, je pouvais comprendre à une période, je crois juste que ça fait moins de sens maintenant, en tout cas que ça serait un ban indolore. Je crois que Pudding, je comprends pas. Pudding, c'est une carte qui est une réponse au format plus qu'un problème. En fait, déjà, par pure philosophie de game design, j'ai toujours du mal avec le fait de bannir des réponses plutôt que des problèmes. Et Pudding, c'est une réponse en fait. C'est ce qui empêche à des decks comme Ace de dégénérer. C'est une carte autour de laquelle tu as le loisir de tourner. Et quand tu ne tournes pas autour d'elle, tu te fais punir par elle. Mais si tu te fais punir par Pudding, c'est parce que tu faisais des choses quand même plutôt dégénérées dans le jeu. Et donc moi je trouve que Pudding c'est plus un garde-fou, c'est plus une carte de réaction qu'une carte proactive quoi. Ah super, une Nami. Bon j'ai déjà acheté mon carré, hein, vous le savez, vous avez présenté ça sur Instagram. Mais c'est un très très bon hit, cette Nami. Donc c'est la 5e, je pense que je la mettrai à la vente. Mais très très bonne SR. Ça justifie à elle seule d'ouvrir une display EB3, parce que c'est 25 € en une carte. Donc il y a un peu de rentabilité là-dessus, quoi. Réponse en format seulement si tu joues bleu Val. Certes, mais dans ce cas-là, la problématique, c'est pas de bannir Pudding, UPF Rush, c'est de donner des puddings dans les autres couleurs, dans ce cas-là.
Je veux dire, si tu bannis Pudding, il y a quand même des jeux qui vont juste pouvoir profiter proactivement de faire des choses idiotes et pas avoir cette espèce de respect et de garde-fou du format qu'est Pudding. Donc moi, je suis pas hyper fan de bannir des cartes réactives et j'ai pas dans mon gameplay, dans les games que j'ai à jouer, même si mon sample est assez faible, vous le savez, je joue à plein de jeux, donc je peux pas mettre de gros volumes dans chaque TCG. J'ai rarement le sentiment que Pudding soit un problème. J'ai l'impression de toujours pouvoir la respecter, ou en tout cas de faire en sorte que. Maintenant, vous dire exactement ce qui va être banni, j'en ai à peu près aucune idée. Je ne sais pas quel est le bon call, je ne sais pas du tout quelle est l'orientation, la vision du méta de Bandai. On sait aussi qu'ils vont pouvoir établir des banlists en fonction des sets qu'ils savent qu'ils vont sortir par la suite, et donc peut-être proposer des bans qui pour l'instant font pas sens à nos yeux, mais qui feront sens dans leur développement du jeu plus tard. Donc, je crois qu'une bonne R&D, c'est pas une R&D qui prend une carte à tel deck, une carte à tel deck, une carte à tel deck, une carte à tel deck et qui les bannisse pour minorer la puissance de chacun de ces decks. Une bonne R&D, c'est une R&D qui est capable de faire des bans transversaux. Donc c'est-à-dire un ban de manière transversale, c'est prendre une carte qui, au lieu de raboter une carte du deck Boa, essayer de trouver une, deux ou trois cartes qui de manière transversale vont réussir à toucher 5-6 decks, ou entraîner des engrenages de méta qui vont permettre de remettre en avant des couleurs qui vont pouvoir prédater le type de jeu que tu veux prédater. Si tant est que le jaune soit un problème dans le jeu, eh bien tentons de réintroduire dans le format des decks qui vont prédater naturellement ces decks jaunes. Et donc plutôt que de se dire, ok, le problème c'est Pudding ou c'est Kuma, non, venez on essaye, je pense que c'est ce qu'ils vont se dire à la R&D, venez on essaye de trouver des hits bien précis, qui de manière transversale vont toucher plusieurs decks, réintroduire d'autres decks, peut-être en passant même par des débans, qui vont permettre de lisser et d'assainir le format. Et ça, pour moi, c'est ça un bon ban. Et c'est pour ça que de notre point de vue de joueurs, et qui ne sommes pas game designer et à la R&D de Bandai, c'est hyper dur d'anticiper quel est le bon hit pour One Piece Card Game. Et donc, là où tout le monde s'attend globalement à avoir un hit Kuma Pudding, je parierais, sans être absolu, sans être sûr de moi, et je peux me tromper évidemment, je parierais sur d'autres types de hits. Je les vois bien nous pondre quelque chose d'un peu plus intelligent, si vous voulez. Pas que ça soit pas intelligent de bannir Kuma et Pudding, on peut avoir des raisons à les bannir, mais un truc un peu plus savant, un peu plus complet, un peu plus global. Je vois plus un ou deux hits qui touche de manière transversale et quelques débans, peut-être un Moria. Déjà, je suis à peu près sûr qu'il faut toucher un truc à Imu, par exemple. Les gens se plaignent beaucoup du jaune, mais Imu a fait un peu son temps, et Imu, sans être peut-être le jeu le plus problématique du format actuel, notamment au Japon, c'est un deck qui empêche d'autres decks d'exister. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a un côté un peu frustrant et qui empêche d'autres jeux. En fait, juste la couleur noire ne peut pas exister sans Imu, ce qui est un peu gênant. Et donc peut-être réintroduire des cartes noires pour donner peut-être du jus à des decks comme Sakazuki ou Lucci, pour les réintroduire, qui peut-être peuvent avoir, je sais pas, un match-up décent contre des decks jaunes. Tu vois, historiquement, le noir, ça se comporte pas si mal contre le jaune. Tu vois, c'est peut-être plutôt ces engrenages de métal-là qu'il faut aller chercher. Ça me semblerait pas inintéressant. Jinbei pourrait peut-être revenir pour redonner du jus à des decks comme Dofi. C'est vers ça, moi, que j'irai chercher. Bon, si jamais il décide d'enlever Pudding, pourquoi pas, mais qu'est-ce que ça change au format actuel si ce n'est que Ace est juste meilleur qu'avant, quoi, en soi. Honnêtement, se prendre Pudding après avoir construit ta main avec des searchers, ça fait mal. Ouais, t'as des situations où t'as des puddings proactifs qui sont pas une réaction à la débilité de ton deck, parce que quand Pudding, elle te fait défausser une main de 12 cartes, c'est que t'as fait des conneries avant, tu vois. Quand je dis des conneries, c'est que t'as généré un card advantage que le jeu devrait pas permettre de générer. Par contre, quand tu te prends une Pudding sur une main à 5, que t'as juste sculpté avec des searchers et que ça détruit ta main, ok, là c'est des puddings qui sont frustrantes, je peux l'entendre. Mais t'as un pourcentage de chance non négligeable de trouver les cartes que t'avais été search, tu vois, donc je sais pas à quel point les puddings proactives sont
problématiques dans le format, en tout cas plus que les puddings réactifs qui, elles, viennent un peu punir les gens qui les respectent pas. Donc voilà, j'ai aucune idée de ce que sera la banlist, mais tout ce que je peux dire, c'est que si la R&D de One Piece est bonne, ça sera moins évident que juste Pudding et Kuma, tu vois. Je pense qu'on va aller chercher plus loin, je pense qu'on va creuser du côté de Imu, je pense qu'on va réintroduire des trucs, et je pense qu'ils veulent dynamiser le format plutôt que juste aller taper sur des cartes qui sont attendues par la communauté. Et c'est ce qu'ils avaient fait lors de la dernière banlist, qui était hyper savante et transversale, justement. Genre, ils nous ont donné l'exemple de ce qu'est une bonne banlist précédemment, donc autant le faire. Bon, est-ce qu'on a notre 4e hit dans ce booster? On va voir. Alors quand cette vidéo sortira sur YouTube, c'est marrant qu'on discute de tout ça parce que je pense que la banlist sera déjà sortie, donc vous aurez la conclusion à tout ça pendant que nous on ne l'a pas. Et donc quand le ban ça sera Kuma et Pudding, vous direz ok mais il dit n'importe quoi ce type, et c'est pas grave, je vous ai transmis plus une philosophie de banlist qui me plaît plutôt qu'une certitude, hein. Retenez ça, l'idée c'est pas de faire un call ou d'être sûr de moi, mais plutôt la manière que j'apprécie, en tout cas la manière qui me plaît de designer un jeu, quoi. Allez, pas de hit. Bon, on a eu le temps de traiter de pas mal de sujets finalement lors de cette ouverture. J'ai essayé de parler de tout ce dont j'avais envie de parler sur One Piece. Donc je récapitule les hits. On a d'abord eu Kujaku. La carte est très jolie. Beaucoup de reflets, beaucoup de textures. Voilà, des alternatives qui sont quand même très travaillées chez One Piece, hein. On connaît la qualité de production du jeu qui est exceptionnelle. Pas pour rien que le jeu est très collectionné, hein. On a cette Charlotte Linlin qui est pareil, très texturée, très jolie, très chargée, hein. Les alternates sont souvent très chargées. J'aime bien le côté manga ou SP qui sont parfois un chouïa plus sobre, c'est vite dit, mais il y a moins d'effets, je trouve, sur les cartes. Et les effets sont pas souvent ce que je préfère. Quand je parle des effets, c'est voilà, la croix qu'il y a ici, les flammes, les tourbillons. Ça fait très Dragon Ball Fusion, vous savez, ou Dragon Ball Heroes au Japon. J'aime une certaine élégance dans les cartes. J'aime beaucoup la texture et la brillance, mais quand c'est au service d'une certaine élégance. Et c'est pour ça que les SP me parlent plus, ou les mangas notamment. Mais ça reste très très joli. Et je pense que je me donne une bonne raison aussi de pas pimper mes decks, peut-être. Et ici, on a la SR que je trouve très jolie, hein, pour le coup, celle-là, justement. Là où certaines SR ont tendance à abuser des effets, notamment avec des tourbillons un peu partout, des flammes et compagnie, celle-là est assez sobre. Donc juste avec le personnage au premier plan, quelques effets de texture dans le fond et la fameuse bordure dorée classique des Secrets. Pour le coup, cette carte, je la trouve plus jolie que les deux autres alternatives. Ouais, il y a un côté un peu Jackie Tuning aux alternatives de One Piece qui me parle moins que les SP ou les mangas. Bonjour, as-tu des objectifs compétitifs à venir? Tournoi, Régio, Lille? Non, parce que j'ai peu de temps à investir dans le jeu. J'essaye de faire mes tournois une fois toutes les semaines ou toutes les 2 semaines, mais du coup, j'ai pas un gros volume, je m'entraîne pas sur le simu. J'essaye de jouer toutes les semaines avec des potes, mais voilà, disons que c'est de manière assez casual. Par contre, j'adore le jeu, hein, je le trouve hyper cool. J'ai essayé de m'inscrire à Lille, mais j'ai pas eu mes places. J'ai voulu m'inscrire à la Treasure Cup de Lille, mais en fait, j'ai appris qu'il fallait une place pour le Régio pour pouvoir accéder à la Treasure Cup, ce qui n'a aucun sens. En gros, tu peux pas faire le Régio et tu peux pas faire la T-Cup non plus parce que faut avoir une place en tant qu'au minimum spectateur pour pouvoir venir faire la T-Cup. Donc ça m'a un peu... sans avoir d'ambition ou d'objectif compétitif, j'avais envie de justement aller m'essayer à des gros tournois One Piece. Ça me sauce de fou
Donc là, il faut que je regarde quels sont les prochains gros tournois en Europe et si ça correspond avec mon calendrier, avec mon planning. Mais voilà, sans avoir d'objectif, j'ai envie d'aller me frotter aux meilleurs joueurs du jeu à la compétition. Par pur plaisir, par pur enthousiasme de compétition. Donc, ouais, je joue régulièrement à un niveau local, mais j'ai pas d'objectif plus élevé que ça. Bon, je vous laisse là la team. Merci à tous d'avoir été là. Bon après-midi à vous. Bon appétit pour ceux qui vont manger. Et à dimanche. Ciao tout le monde. Prenez soin de vous et surtout n'oubliez pas, c'était de la belle magie.